Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors vous êtes là pour les newsas, ça tombe bien, moi aussi. Du coup, on va faire un petit tour de ce qui s'est passé milieu fin de semaine, on y va, c'est parti. Bon alors l'actu chaude en ce moment c'est pas trop ça, on voit qu'on arrive un peu à la période de l'été, c'est un petit peu le creux. Malgré tout, il y a quand même quelques petites infos, pas dénuées d'intérêt, qui font le tour à droite à gauche simplement, du coup on va s'y pencher. Et on commence du coup avec la Chine, qui est en train de fabriquer des GPU, puisqu'il n'y a pas que Intel qui se lance dans la course. Les Chinois ont apparemment aussi quelque chose dans les tuyaux. Alors, faut pas s'attendre à quelque chose d'incroyable dans un premier temps, puisqu'on nous annonce une carte avec des performances similaires à la GTX 1080 ou Vega 64. En puce plus récente, on va dire que c'est un petit peu moins puissant que la 3060 qui est sortie dernièrement. Mais c'est pas pour autant dénué d'intérêt. En vrai, si on avait eu cette carte-là pendant la pénurie, ça aurait pu en dépanner certains. Alors après, je sais pas du tout ce que ça va donner au niveau sortie mondiale, je suis plutôt curieux de voir un nouvel acteur rentrer sur le marché, peu importe d'où il vient, que ce soit Intel, des Chinois, des Indiens, je m'en fous, au plus il y a de concurrence, au mieux c'est. Après, apparemment, il y a deux puces en production, une puce celle-ci, la plus puissante, qui doit être au niveau de performance de la 1080, et une puce plus petite du niveau de la 1050, il me semble. Ce sont des puces avec designées sur des nodes un peu plus anciens, puisqu'on parle de 28 nanomètres. Donc on a quelques specs de la part de Jinghia Micro, c'est le nom de la boîte. Chose intéressante, c'est que la puce la plus puissante serait apparemment en HBM. HBM2, HBM1, je sais pas. Ce qui serait assez surprenant, puisque ça ferait vraiment une puce assez compliquée à designer, puisqu'on avait bien vu qu'il y a quelques années, par exemple chez AMD, les Fury et compagnie, quand il y a de la HBM, il faut un interposeur sur la puce. Bon, c'est assez surprenant que pour un lancement sur un nouveau marché, il se lance directement avec de la HBM, ce qui coûte plutôt cher, et ce qui n'est pas forcément hyper rentable pour tout ce qui est gaming. Par contre, pour tout ce qui est professionnel, la HBM, ça peut avoir son intérêt. Par contre, si c'est de la HBM1, autant partir sur de la GDDR5, voire GDDR6, c'est limite plus efficace et c'est moins cher. Bon alors après, c'est pas pour tout de suite, puisque la puce doit être tape-out pour le troisième trimestre 2021, donc avant la fin de l'année, je pense. Par contre, la mise sur le marché, comment est-ce que ça arrivera un jour jusqu'en Occident? On sait pas trop, mais ce sera intéressant de voir le jour où ça va débarquer, si quelqu'un arrive à mettre la main dessus, s'il y aura des tests. Toujours curieux de voir. Et on enchaîne avec EVGA qui annonce des cartes mères pour les Ryzen de chez AMD, ce qui est assez intéressant, puisque jusqu'ici, EVGA ne faisait des cartes mères que pour les chipsets Intel. Et pour les GPU, ça veut pas dire qu'ils vont pour autant débarquer avec des GPU AMD. Ils sont partenaires privilégiés d'NVIDIA, ça devrait rester à peu près pareil, pendant encore quelques temps, tout du moins, à part grosse surprise ou grosse mésentente. Je ne pense pas qu'EVGA se lance sur les GPU AMD, même si ce ne serait pas une mauvaise chose. Sinon, qu'est-ce qu'il faut savoir au niveau d'EVGA? Ce sont des cartes mères très spécialisées overclocking la plupart du temps, donc c'est du matériel assez cher, mais de très bonne qualité, avec des BIOS assez fournis, qui permettent justement de faire de gros overclocking. Bon alors après, vous l'aurez compris si vous avez déjà regardé quelques-unes de mes vidéos, l'overclocking pour moi c'est un petit peu en perte de vitesse, et ça a perdu beaucoup de son intérêt, puisque j'arrête pas de le dire, à une époque l'overclocking ça permettait d'économiser de l'argent, maintenant l'overclocking c'est du matos spécialisé pour la compète, donc pour moi ça n'a plus grand intérêt, et pour les processeurs et pour les GPU grand public maintenant de toute façon, avec les boosts, avec les limitations de consommation, on n'a plus beaucoup de marge de manœuvre. Donc la plupart du temps, c'est payer beaucoup pour pas grand chose au final. Et on continue toujours avec les GPU avec Intel qui sample des GPU auprès de ses partenaires. Alors les Xi HPG, donc c'est dérivé de DG2. Est-ce que c'est les DG2 complets? Est-ce que c'est les DG2 un peu moins puissants? Est-ce que ce sont les puces pour portable? On sait pas. Toujours est-il qu'ils commencent à fournir des puces, ce qui est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que la sortie probable pour les PC de bureau pourrait arriver plus ou moins rapidement, même si
Personnellement, j'attends pas grand-chose avant minimum 2022 de la part d'Intel, mais ça c'est plutôt le côté pessimiste. S'ils peuvent arriver avant, je dirais que bah, c'est tant mieux. On a clairement besoin d'un acteur en plus sur le marché des GPU, donc vivement que ça sorte. Et on enchaîne avec le 4700S dont on avait parlé la semaine dernière, hein, souvenez-vous, c'était soi-disant l'APU bridée de la Xbox qui était lancée sur des cartes mères spécifiques pour PC avec la partie graphique désactivée. Bah apparemment c'était pas l'APU de la Xbox mais celle de la PlayStation 5. Ce qui ne change pas grand chose au final, hein, puisqu'au niveau processeur c'est quasiment la même chose. Ce qui change principalement entre la PS5 et la Xbox c'est plus le côté GPU, et comme il est désactivé, on s'en fout un petit peu. Au niveau processeur par contre, c'est plus ou moins la même merde. Donc oui, c'est apparemment la puce de la PS5. Bon alors on nous montre quelques benchmarks, par contre je trouve qu'ils sont pas très intéressants puisqu'ils comparent un processeur avec GPU intégré chez Intel par rapport à ce processeur ici avec une carte graphique dédiée. Du coup les résultats sont évidemment pas foufou. On attendra d'avoir des tests plus intéressants pour en parler, mais je pense qu'au niveau CPU, ça doit être correct. On continue avec une news sur Nvidia hein, qui nous lance des mises à jour de son DLSS. À mon avis, au niveau timing, c'est pas innocent avec la sortie du FSR d'AMD dernièrement, qui devrait régler en grande partie les soucis de ghosting du DLSS, puisque c'était une des grosses faiblesses du DLSS, c'est qu'on avait un effet de ghosting, comme on peut le voir sur la vidéo ici. Quand il y a des déplacements rapides à l'image, on avait parfois du ghosting, comme on le voit ici avec la voiture, au niveau de l'éclairage. Le DLSS, hein, pour faire très simple, ça utilise des informations passées pour faire l'image la plus belle possible. Et donc, quand on utilise ce type de techno, c'est pour ça que ça crée un petit peu de ghosting. Mais apparemment, hein, la dernière mouture du DLSS permet justement de corriger en grande partie ce souci-là, qui était très certainement la plus grosse faiblesse du DLSS jusqu'ici. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'apparemment, cette mise à jour du DLSS, en changeant uniquement les DLL dans les fichiers des jeux, ça permet justement d'éliminer le souci de ghosting dans les jeux utilisant les anciennes versions du DLSS, en 2.0 on s'entend. Par exemple, sur Death Stranding, sur Cyberpunk, et sur d'autres jeux, ça permet de régler le souci. Et donc, pendant qu'on est sur le DLSS et le FSR, Nvidia justement va sortir d'ici peu une nouvelle mouture de son DLSS avec un mode Ultra Quality qui n'existait pas jusqu'ici. Un mode Ultra Quality justement pour concurrencer le FSR d'AMD. Et quel est l'intérêt de ce mode Ultra Quality ? Ça devrait apporter une qualité d'image supérieure, puisque jusqu'ici, par exemple, on voit ici dans le petit tableau en Ultra Quality, avec le FSR, AMD se basait sur une image avec une résolution à 77% de la résolution native, là où le mode Quality de chez Nvidia s'arrêtait à 66,6. Donc, très certainement, on peut s'attendre à ce que le mode Ultra Quality soit à 77%, voire 80%, on ne sait pas encore, mais ça devrait s'approcher de ce que propose AMD à ce niveau-là. Donc, des performances moindres, très certainement, mais une qualité d'image accrue. Donc ça fait 2 boosts de qualité d'image pour le DLSS d'NVIDIA, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc encore une fois, la concurrence, c'est plutôt cool. Plus de choix, c'est toujours une bonne chose quand il s'agit de régler ces jeux au mieux. Et toujours en parlant de FSR et de DLSS, le FSR a été rajouté sur GTA V par un modeur. Donc apparemment, c'est vraiment très très simple à implémenter dans quasiment tous les jeux possible et imaginable, et je pense que ça va pas être le dernier jeu à être modifié pour apporter le support du FSR. Impressionnant pour le coup, hein. Apparemment ça marche plutôt pas mal. Donc c'est plutôt une très bonne chose, encore une fois. Sur PC, si on peut avoir encore plus de choix, avec plus de FSR dans encore plus de jeux, même quand c'est pas supporté officiellement, mais qu'on nous l'apporte par des mods, pourquoi pas. Toujours côté GPU, AMD, on entend de plus en plus parler de la 6600 XT. Bon alors je pense que ça se rapproche de plus en plus, on l'avait vu dans la dernière vidéo. On a des images qui passent en ce moment sur le net. Sans surprise, c'est la carte avec un seul ventilateur qu'on avait déjà vu ici au mois de janvier, il me semble. Donc pourquoi pas, ça sera intéressant de voir au niveau du refroidissement ce que ça donne avec un seul ventilateur. Mais il faut se rappeler que c'est une carte qui consommera
très peu, donc un ventilateur ça pourrait suffire. Puisque là où la 6700 XT qui était sortie dernièrement consommait environ 230 watts, la 6600 XT est attendue à 130 watts, ce qui est quand même une toute petite consommation pour une carte qui devrait avoir des performances s'approchant de la 5700 XT de la génération précédente et qui consommait beaucoup plus et qui chauffait beaucoup plus. Ici en 1080p, ben, c'est à ça qu'on s'attend. Par contre, aux résolutions supérieures, comme je l'ai déjà dit précédemment, on pourrait avoir quelques surprises, hein, puisqu'avec seulement 32 mégas d'Infinity Cache et un bus mémoire 128 bits, au-dessus du 1080p, ça pourrait être un petit peu plus compliqué pour le Navi 23, même si j'aimerais bien, hein, personnellement, que la carte se comporte plutôt bien en 1440p, puisque ça pourrait être une alternative intéressante, pas trop chère. Encore une fois, hein, ce qui sera le plus important ici, ce sera la dispo et le prix, mais curieux de voir ce que ça va donner, cette plus petite carte chez AMD. Autre test, hein, que j'ai vu passer sur le net ici avec des gros GPU, puisque Moore's Law is Dead a testé la RTX 3080 Ti avec la A6000 en face. Le A6000, qu'est-ce que c'est? Eh bien en gros, ce sont des cartes semi-professionnelles d'NVIDIA qui utilisent les mêmes GPU. Par exemple ici pour le A6000, c'est la même puce que la 3080 Ti ou la 3090, sauf qu'ici elle est complète. Elle coûte beaucoup plus cher et elle a 48 Go de RAM. Ce qui est intéressant avec ces 48 Go de RAM, c'est que ce n'est pas de la GDDR6X, mais de la GDDR6 ECC. Donc plus lente que la GDDR6. Bon, alors après, ça coûte 6200 balles, hein, c'est très cher. Mais je dirais que quand on est un professionnel, ça peut avoir son intérêt. Et ce qui est intéressant, ben, c'est de voir justement que l'impact des performances et de la rapidité de la RAM dans les jeux testés ici, ben, ça n'a quasiment aucun impact. Effectivement, la 3080 Ti est un peu plus rapide. Il y a peut-être d'autres paramètres à prendre en compte, comme le refroidissement, puisque sur le A6000, c'est un blower. La latence de la RAM, qui est certainement plus élevée que sur la GDDR6X, mais on voit que l'impact est vraiment minime. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le A6000 consomme beaucoup moins, puisque c'est une carte qui consomme plus environ 250 watts par rapport à la 3080 Ti, qui consomme facile 100 watts de plus. Et c'est là qu'on voit, comme on l'avait vu avec la 3070 Ti, ben, que la GDDR6X, c'était peut-être pas une très bonne idée de la part d'NVIDIA de partir là-dessus, sur cette génération de GPU, puisque ça fait augmenter énormément la consommation de toutes les cartes, pour un gain franchement minime. Donc je pense que c'était un move de la part d'NVIDIA pour se placer au mieux par rapport à AMD qui allait arriver après, mais au global, on aurait eu des cartes qui consomment beaucoup moins. On aurait certainement pu avoir aussi des cartes avec plus de RAM, puisque la GDDR6X coûte plus cher que la GDDR6 classique. Personnellement, je pense qu'on aurait été beaucoup à préférer une 3080 Ti avec 20 Go de RAM ou 24 Go de RAM en GDDR6, une 3070 avec 16 Go de RAM en GDDR6 plutôt que 8 en GDDR6X. Ça aurait pu être beaucoup mieux pour un gain de 2-3% avec la GDDR6X. À quoi bon? Et ça montre aussi, encore une fois, le peu d'intérêt de la 3080 Ti au global, hein, puisqu'on voit qu'ici, sur les jeux qu'il a testés, la 6800 XT s'en sort quasiment aussi bien avec probablement un bel overclocking, mais même qu'au global, hein, si on arrive à trouver les cartes au MSRP, encore une fois, hein, les 6800 XT et 3080 sont plus intéressantes et de très loin que cette 3080 Ti, comme on l'avait vu à sa sortie. Et voilà en gros, hein, ce qui s'est passé d'intéressant cette semaine. Alors après, c'est les soldes. Je vous avouerai qu'il n'y a pas grand chose non plus à se mettre sous la dent au niveau tech, au niveau des soldes. Il y a eu quelques promos intéressantes sur les Ryzen 5000, sur quelques cartes mères également, mais rien de vraiment foufou. Bon, les SSD, comme d'habitude, un peu décevant, hein. Évidemment, on s'attendait pas à avoir des GPU pendant les soldes. Ce coup-ci, peut-être, on espère aux soldes d'hiver. Si tout se passe bien, ça ferait plaisir de voir des soldes revenir sur les GPU. Le moment où ça arrivera, c'est que ça ira mieux. Enfin bref, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire les trucs pète-couilles de YouTube, vous savez de quoi je parle. N'hésitez pas également à venir faire coucou sur Discord, à venir faire coucou sur le stream quand je stream. Un jour peut-être, ça va revenir. Je vous fais des gros poutous, je vous dis à la prochaine, salut.